Non, c'est pas fait exprès. Belle bonsoir tout le monde. Bienvenue à vous dans votre émission Tout ou Tête. C'est le rendez-vous de la semaine, c'est le rendez-vous hebdomadaire où on parle de déconstruction du moins et de trouver de nouvelles alternatives. Qui dit Tout ou Tête dit dorénavant avec Ulrich. Comment vas-tu, Ulrich? Ça va, on est là, on tient. Ça va dans l'obligation ou bien au plaisir? Oh, au plaisir. Toujours un peu les deux, mais le plaisir prime. Sinon, s'il n'y a pas de plaisir, je ne serais plus là. Tout à fait. Donc, l'émission Tout ou Tête, c'est l'équipe, comme je disais. Dédicace à Naoui, dédicace à Olivier. Et avant de débuter la thématique, on va vous dire c'est quoi Tout ou Tête. Grégory, s'il te plaît. Belle bonsoir tout le monde. Tout ou Tête fait pour nous réaliser que ça qui j'ai fait. Mais ça pas fait pour ces choix nous qui mettent. Est-ce ça nous ni en tête, ta nous, ou ça qui ta nous, pour encore passer tête? Pas soude. Donc c'est parti pour votre émission Tout ou Tête. Et cette fois-ci, nous allons parler, la thématique du soir, tu peux la rappeler s'il te plaît? C'est sur l'éducation musicale. Donc on va voir en gros quelles sont les problématiques qui peuvent se créer autour de l'éducation musicale, quelles solutions qu'on pourrait y apporter et voir en fait quelles sont nos analyses en fait qu'on a différemment pour qu'on puisse vraiment déconstruire tout ce qui concerne l'éducation musicale en Martinique. Et pour cela, nous avons un invité. Bonsoir mon invité. Salut. Alors présente-toi, tu es? Je m'appelle Ven, je suis musicien, je suis beatboxer, je travaille dans la composition, dans la MAO, dans le spectacle vivant et de manière générale du coup je travaille dans pas mal de projets en cours, dont Confiti Piment avec Mali et Guy-Marc Vadeleu, la tribu des Malfinis de la slameuse Lola, avec Christophe Césaire, Annick Dantin, Bélise, José Cloquel, Patricia Dubois et Marc Escavis. Et puis, je travaille aussi avec un collectif qui s'appelle le collectif Canopée, donc avec Christophe Césaire, Bélise, Adalbas, et on fait de la musique jazz fusion. Donc tu es à fond dans la musique. Ah ouais. Tu es connecté à la musique. Totalement. Ça fait combien de temps que tu baignes dans la musique? Ah bah depuis tout petit, hein, ça fait depuis peut-être 12 ans que j'ai commencé, depuis que j'ai 12 ans que j'ai commencé mon instrument, donc plus de 20 ans. Et puis je peux dire que comme mes parents sont de grands mélomanes depuis tout petit, hein, forcément. Puis dans la Caraïbe, de manière générale, on a grandi avec la musique, je pense, tout le monde. Voilà. Ça t'a permis d'avoir l'oreille musicale. Ah oui, ça nous permet, je pense que je parle pour tout le monde en disant que quand on grandit avec Kassav, forcément, voilà, on a une oreille développée, on va dire. Donc ouais, je pense que D'accord. on a grandi avec l'oreille musicale. Ok, ben on va en discuter ce soir. Mais pourquoi on devrait, je dirais, déconstruire cette éducation musicale? Mais justement, on va le voir, mais je pense qu'il y a beaucoup d'a priori qui se partagent sur la musique. On donne beaucoup, des fois même, de poids à la musique sans vraiment étudier en fait quel est vraiment l'impact de cette musique-là. Bon, les grands débats, c'est souvent autour de la violence et on assimile directement les nouvelles musiques dites la trappe, tout simplement, la trappe, bouillon, chata. On les associe directement à la violence, parce que comme c'est ça seulement qui est perçu par le public, comme les paroles dedans sont des paroles qui sont violentes, qui retranscrivent en tout cas une réalité violente, donc on assimile tout de suite le fait que les chanteurs participent au contexte de violence qu'il y a au pays. Alors que pour moi, c'est plus compliqué que ça. Ils ont des parts de responsabilité, mais on peut pas leur imputer en fait la violence au pays. C'est pas eux. En fait, c'est déplacer le problème et penser que ces artistes-là en fait sont responsables de maux qui les dépassent. Donc, je pense que c'est très important justement de remettre les choses, les pendules à l'heure et de parler justement de musique. De recommencer peut-être. Faut voir justement s'il y a une rupture, mais je pense qu'il faut recommencer à parler de musique, de musicalité, comme il a dit, de notre oreille musicale, de comment on s'y éduque et comment
le pratique en fait au quotidien. On dit souvent aussi que la musique reflète aussi un peu la société, hein. Oui. Par rapport aux aspects de la société. Donc si la société elle est violente, la musique peut-être aura cette touche de violence aussi. C'est pour ça que justement, ça fait partie de la société. C'est pas un champ de la société qui est au-dessus du reste et puis qui détermine tout. Ça fait partie d'un tout. Donc si on condamne la violence de pratique de certains artistes, il faut condamner du coup tous les éléments autour qui participent à la violence. On ne peut pas stigmatiser en partant de ce type de vécu, sachant en plus que ce sont des vécus particuliers et qu'ils reflètent une réalité. Ce n'est pas des choses qu'ils inventent quoi que ce soit, c'est des choses qui existent, qu'ils répercutent à leur niveau. Et en plus, il faut bien voir que ce n'est pas les seuls artistes qu'il y a en Martinique, ce n'est pas les seuls types de musique qu'on a, ce n'est pas que 3 musiques, justement, il y en a énormément, il y a énormément de public, donc on ne peut pas tout stéréotyper sur un seul type de musique et puis dire que c'est ça la Martinique, c'est ça les Antilles, et voilà, on est du coup régi à ça, et puis tout le reste, en fait, c'est inexistant. Comme il l'a dit, hein, tous les grands groupes qu'on a, toutes les grandes influences qu'on a, les oublier en les mettant sous le tapis pour dire que bon, voilà, là, il y a la violence et c'est les artistes qui sont responsables de la violence. Non. Au bout d'un moment, il faut être responsable, justement, et ouvrir les yeux par rapport à tout ça. Ven, et toi, ton idée de la déconstruction au niveau musical, puisque tu disais que tu as grandi en écoutant du Kassav, en plus tes parents étaient dans le monde de la musique, donc il y avait aussi un côté éclectique des choses. Pourquoi, selon toi, il y a à déconstruire cette éducation musicale? Alors, je suis pas sûr qu'il faille déconstruire l'éducation musicale, parce que l'éducation musicale, c'est hyper large. C'est-à-dire que je pense qu'il faut nettoyer peut-être les idées reçues épurer. Qui sont non, pas épurer, nettoyer. C'est-à-dire les idées reçues, les fausses idées qu'il y a à l'intérieur de notre éducation musicale. Et donc, effectivement, il faut nettoyer ça. Il faut remettre les fausses idées au placard et puis s'axer sur la réalité. C'est-à-dire qu'en effet, la Caraïbe, en particulier, est dans une position qui est, j'allais dire, unique par rapport au reste du monde, parce qu'on est baigné d'énormément d'influences. Et en particulier en Martinique et en Guadeloupe, parce qu'on a des influences que peut-être d'autres pays de la Caraïbe n'ont pas. Je parle des influences qui sont très clairement tirées donc, de la France métropolitaine. Et puis, en fait, on a cette chance d'avoir grandi dans la musique jamaïcaine, la musique cubaine, la musique états-unienne, la musique qui vient de chez nous, la musique qui vient de Guadeloupe, de Trinidad. C'est-à-dire que déjà dans la Caraïbe, on a grandi avec énormément d'influences musicales. Mais même musique africaine aussi, hein. Oui, la musique africaine, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je parle du mainstream, hein, qu'on soit bien d'accord. Je parle pas de tout ce qui est écouté, j'allais dire, par des gens individuels, mais je parle de ce qui se passe à la radio surtout. Et la musique haïtienne aussi, d'ailleurs, le compas, c'est l'un des plus grands styles qui est écouté ici. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans notre éducation musicale, si on parle que de ça, on a aussi des fois des choses comme quoi, bon voilà, on n'a pas tel style, c'est élitiste. Je parle de, par exemple, voilà, on va penser que la musique classique, le jazz, c'est de l'élite, alors qu'en fait, ce sont parfois de fondations solides pour faire des choses grandioses dans la musique d'aujourd'hui et la musique de demain. Et donc, se limiter effectivement à dire oui, mais bon, tout ce dans quoi on a baigné et qui amène à la musique d'aujourd'hui, il y a peut-être des lectures différentes à avoir plutôt que de catégoriser cette musique, comme tu disais Ulrich, est une musique violente ou cette musique est une musique qui ne mérite pas d'être écoutée par tout le monde. Je pense que ce qui est intéressant là dans notre monde, c'est de contextualiser justement la musique. De contextualiser la musique. Oui. Et pour être plus précis, quand je dis contextualiser la musique, je vais prendre l'exemple du chata. Le chata, c'est une musique qui pourrait être une descendante directe du dancehall, mais qui a des codes qui sont extrêmement précis et qui sont vraiment intéressants à donc
étudier, à regarder. Et des fois, on a l'impression qu'en étant à l'école, on va vers des musiques, j'allais dire, plutôt classiques ou à l'ancienne ou quoi. Et je pense qu'on pourrait effectivement se baser sur ces musiques-là aussi pour apprendre la construction des musiques modernes. Et donc, dans l'éducation, on peut intégrer les musiques modernes et justement expliquer aussi comment elles fonctionnent. Quand tu dis musique moderne, tu parles des musiques actuelles? Je parle des musiques actuelles, je parle de ce qui passe à la radio. Tu parles de prendre des musiques actuelles pour s'aider pour la construction? Pour s'aider non seulement sur la construction, mais aussi surtout comprendre. En fait, ce qui est important, c'est pas finalement tant la musique, mais aussi pourquoi la musique arrive dans notre société à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a la partie musicale, donc effectivement, ok, donc si on prend le Chata, c'est un descendant du dancehall, mais il y a l'emphase sur les basses et à la base, le dancehall est basé sur le tac-pitac. Sachant que dans le Chata, on enlève le 1 des pitacs et on garde le tac, 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 tac. Et ça correspond à la base rythmique du Chata et la grosse basse. Je veux dire, on peut aussi dire, bon bah voilà, pourquoi on arrive à cette sursimplification de la musique? Pourquoi, effectivement, dans le contexte sociétal, le Chata va être associé aux images, aux clips, à la simplicité musicale, etc. Voilà, et donc tout ça, on peut l'expliquer, on peut mettre du contexte, et ainsi comprendre que c'est pas une musique diabolique, que c'est pas mauvais, que c'est pas... etc., etc. Et aussi faire le constat de pourquoi on a le Chata qui est arrivé en fait dans notre paysage audiophonique. Là, tu parles de ce que je comprends. Là, tu parles de la finalité d'une certaine manière aussi. C'est-à-dire à travers cette finalité-là qu'il y a une histoire derrière, mais une histoire, pourquoi on en est arrivé jusque-là. Exactement. D'accord. Exactement. Okay. Mais du coup, est-ce que tu considères justement qu'il y a un cloisonnement? Donc, par exemple, comme tu l'as dit, une musique élitiste, donc jazz, mais tout ce qui va aller avec ces styles-là, et puis une musique justement urbaine, populaire, où justement on va retrouver celle qu'on vient de parler. Est-ce que tu penses que justement il y a un hyper-cloisonnement aujourd'hui des styles musicaux? Alors, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté on peut dire oui, il y a un cloisonnement, et d'un autre côté la musique n'a jamais été aussi accessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu vas sur Spotify, tu peux, si tu as envie, ne jamais entendre une note de musique caribéenne, quelle qu'elle soit. Donc c'est-à-dire les styles qu'on a l'habitude d'écouter ici, et ça peut être ta vie, c'est-à-dire tu peux avoir comme seule référence Spotify, et puis tu écoutes de la musique folk de Bulgarie, et puis la musique folklorique de Bulgarie, et puis tu te dis c'est ça mon truc, je n'écoute que ça du matin au soir. Donc c'est un cloisonnement alors. Donc ça c'est éventuellement un cloisonnement, et en même temps tu n'as pas le choix que si jamais tu vas à Fort-de-France et qu'il y a un son, tu vas être obligé d'écouter le son qui est en train de se produire là. Et donc si c'est du compas, tu écoutes du compas. Et puis si c'est du dancehall, tu écoutes du dancehall. Et puis si c'est autre, tu vois. Et donc il y a ce truc-là en fait, on a l'accès à toute la musique du monde et on peut se faire des playlists hyper personnalisées. Et en même temps, dans notre vie de tous les jours, on est baigné dans énormément de musiques différentes parce qu'on a des gens qui écoutent des musiques différentes qui vont dire « Hey, écoute ce truc-là, ça vient de sortir, c'est génial ». Et du coup, obligatoirement, tu vas avoir accès à beaucoup de genres musicaux différents finalement. J'ai envie de te dire que trop de choix tue le choix. Ah oui, ça c'est vrai. Donc pour toi, c'est à la fois un avantage comme... c'est un peu comme la Bible. Voilà. Dans la Bible, si tu lis en travers, tu vas entendre tue la personne. Si tu lis de l'autre côté, tu vas entendre fais attention à la personne. Donc, enfin, tu vois. Ça dépend de l'interprétation alors. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le choix est devant nous, c'est-à-dire que toutes les possibilités sont devant nous, effectivement, on a un choix infini, mais en même temps, c'est à nous de choisir et de se dire moi, je voudrais avoir de la musique qualitative, techniquement qualitative, etc., etc., quoi. En parlant de musique qualitative, belle transition. Est-ce que la musique ne s'est-elle pas appauvrie qualitativement? Mais ça dépend encore, toute une histoire de contexte. Il faut que tu me contextualises où. C'est-à-dire que si tu me dis très précisément que les clips qui passent sur KMT, la nuit... on a tout TV. non, mais je fais exprès de prendre cet exemple-là. Les clips qui passent sur KMT la nuit, entre 1h et 6h du mat', il y a 20 ans,
c'était différent et aujourd'hui ça n'a rien à voir et que tu me demandes si ça s'est appauvri, je pourrais te répondre. Maintenant, si tu me dis la musique en général s'est appauvrie, oui et non. La musique a évolué et qui dit évolution ne dit pas ni positif ni négatif, ça veut dire qu'elle a changé. Non mais sur des points... Quand j'écoute de la Perfecta des années 70, j'entends une musicalité, j'entends des instruments, j'entends des différents arrangements, j'entends des phases. Bon, j'ai pas l'orthographe musicale, je dirais, tu vois, le vocabulaire. Mais j'entends différentes phases. Mais quand j'écoute la musique de maintenant, je sens que c'est plus linéaire, j'ai l'impression. C'est pour ça que je te dis, ça dépend du contexte. Je m'explique. La Perfecta, dans donc les années effectivement 70, 80 peut-être, et si tu prends un son de la Perfecta, on va prendre un truc vraiment bien, et on prend un son de drill. On prend les Will et de Spi par exemple, qui font un son tac pi tac comme à l'ancienne. Et tu vas me dire, ouais, mais alors du coup, est-ce qu'il y a un appauvrissement d'un côté ou de l'autre? Je vais te dire, les arrangements de la Perfecta sont d'une qualité plus grande que les arrangements de la drill. Ça, c'est un point technique. Et ça, on peut dire vraiment, oui, sur l'arrangement, la Perfecta a un arrangement qui est plus complexe. Est-ce qu'il est mieux? Je ne sais pas si c'est à nous d'en juger. C'est le public qui vit avec son époque. Maintenant, les Will et de Spi, à la différence, quand ils ont enregistré en studio leurs morceaux, les graves, les aigus, les fréquences du son même sont mieux traitées. C'est indéniable. On écoute de la Perfecta aujourd'hui dans une voiture, il n'y a pas de basse. On n'entend presque pas la basse parce que ça a été enregistré en termes de matériel. Alors. En termes de matériel, ça a été enregistré dans des conditions qui font que la qualité audio tout court, c'est-à-dire la compression, etc., les traitements effectués sur le son, font que le son aujourd'hui va être d'une qualité qui est effectivement discutable. Donc, quand je dis discutable, c'est-à-dire qu'on va se dire, mais effectivement, la qualité technique du son, c'est-à-dire la qualité sortie de studio du son, était peut-être moins bonne. Quand je dis sortie de studio, je parle de ce qui arrive dans l'oreille des auditeurs, hein, pas forcément en sortie du studio tout court. Maintenant, où effectivement, le son, on l'entend de 20 à 20 000 Hz, alors qu'à l'époque, les systèmes audio n'étaient pas réglés pareil, et on entendait en dessous de 100 Hz, il y avait presque rien en fait, finalement. Et ça fait que on pourrait se dire, dans deux catégories qui sont complètement différentes, c'est-à-dire un, l'arrangement, l'autre, la technique du studio, on a des choses qui sont complètement différentes aujourd'hui, et l'une est meilleure que l'autre dans une des musiques. Encore une fois, est-ce que ça veut dire que la musique s'est appauvrie ou pas? Juste une petite parenthèse que je referme avec la Perfecta. Sur je crois, l'album de Migos, ils avaient repris un morceau Bien sûr. de la Perfecta. C'était juste, voilà, c'est pour montrer quand même que malgré qu'il y avait peut-être le matériel de l'époque, tu vois, tu vois, parce que je sais qu'il y a aussi, je crois, Q-Tip qui avait pris un morceau de Kali, donc il y avait quand même cette influence-là de notre musique et que d'autres à l'étranger, des grands producteurs américains, ont pu reprendre par rapport à leurs albums. Bien sûr, bien sûr. Oui, de toute façon, comme il l'a dit, c'est une question d'évolution. Et on a vraiment cette tendance-là à y mettre des jugements de valeur qui sont liés à notre façon de consommer, nous, aujourd'hui, ou une façon qu'on a connue de consommer, donc par exemple Perfecta, Kassa, tous les anciens groupes, justement, les Zouk, etc., et la façon de consommer d'aujourd'hui, et à se dire, j'ai envie de dire, nous on dit ça, de la nouvelle génération, sur leur musique s'est appauvrie, eux-mêmes, nous-mêmes justement, on recevait cette critique-là, notre génération, des anciens qui disaient, ce que vous faites là, ça s'est appauvri, etc. En fait, c'est un jeu qui n'a jamais de fin. Ça n'a jamais de fin. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut se dire, on est en train d'évoluer, c'est l'évolution qui donne ça, et comme tu disais, Ven, posons-nous la question de pourquoi ça évolue ainsi, et pas de se dire à chaque fois, en fait, c'est nul, c'est pas qualitatif, etc. Et puis, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il faut savoir de quoi on parle. Et pour ça, je peux te parler de contexte tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a le mainstream, c'est-à-dire ce qui va passer à la radio, ce qui arrive vraiment dans les oreilles des gens, et ça devient de moins en moins quantifiable avec Internet. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais dire, il y a 80% des gens qui écoutent la radio, et 20% qui écoutent des CD, par exemple. Je te parle de la consommation musicale globale sur la marque. C'était cadré d'une certaine manière. Tu avais des chiffres. Et oui, tu avais des chiffres, tu avais des retours. C'est ça, tu avais du retour. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de dire. Alors, en fait,
chaque créateur, par exemple, si je suis un musicien connu, disons que, je sais pas moi, je vais regarder les vidéos de Paille par exemple. Paille, tu vas dire, eh ben voilà, sur sa chaîne YouTube, il y a tant de clips qui sont arrivés à temps. Mais dans ces statistiques-là, il va falloir aller sur la chaîne, avoir les codes d'accès donc de la chaîne de Paille, et puis de dire, ah bah telle vidéo a marché, mais en fait elle a marché au Canada. Elle a marché plus au Canada qu'ici, parce qu'il y a une petite bulle qui a explosé, un truc sur Internet, je veux dire, qui a fait que cette vidéo a marché. Donc, aujourd'hui, c'est difficile de dire les Martiniquais écoutent ci, ça, là, parce qu'encore une fois, chez toi, tu peux dire j'aime la musique qui sort d'Ouganda et c'est la musique que je préfère. Et parce que tu as un artiste là-bas que tu adores et tout, mais personne ne va savoir ça. En fait, personne ne va savoir c'est quoi tes vraies habitudes d'écoute. Donc maintenant, si on va dire que les sources radio, télévision, etc., ne font plus 80% de l'écoute générale, mais font peut-être vers les 50%, je dis un chiffre au hasard, hein, je ne sais pas du tout, mais si elles font 50%, ça devient difficile de dire oui, mais les gens écoutent ça, et c'est... Tu vois, en fait, le mainstream même n'a plus la même... On peut plus dire comme avant, oui, les gens écoutent ça, c'est sûr. En Martinique, les gens écoutent ça. On peut se dire, oui, les gens... la radio diffuse quelque chose. La télé diffuse quelque chose. Quand on va voir de la musique live, c'est cette musique live qui marche. Maintenant, en termes de style, hein, tout court, juste en termes de styles musicaux, c'est difficile de savoir... véritablement, en moyenne, qu'est-ce que va écouter le Martiniquais, et avec des chiffres qui sont sûrs. À moins de faire des sondages ou alors de demander à tout le monde individuellement sur 350 000 habitants, voilà, qu'est-ce que vous écoutez tous les jours. Mais ça, c'est difficile. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que par le passé, je reviens encore sur la Perfecta, il y avait la radio, des disques qui sont vendus, voilà. Et de temps en temps des clips à la télé. Oui, la télévision. Voilà, oui. Donc il y avait 3 supports. Ah, n'oublie pas le live. Parce que et le live. Le live aussi très important. Oui. Et là maintenant, comme tu disais, il y a les plateformes, il y a la radio, il y a les clips. Le cinéma. Le cinéma, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup plus. Et c'est moins quantifiable, moins palpable en termes de retour. C'est ça. C'est-à-dire que tu peux avoir, par exemple, comme tu disais, tu peux péter au Canada ou bien dans un autre pays en Afrique, quel que soit l'endroit, et ne pas forcément avoir des retours chez soi. Exactement. C'est compliqué quand même. Et ce que je voulais aussi te dire, du coup, c'est que par rapport au mainstream, c'est-à-dire, on va avoir l'impression que les gens écoutent de la trap, tout ça. Mais il faut savoir que dans nos âges-là, parce que je demande aux gens autour de moi, par exemple, tout ça, et souvent... il y a des gens, donc d'une trentaine, quarantaine d'années, qui vont me dire « Ah ouais, moi, mon truc préféré, c'est le jazz. » Mais tu les vois pas en concert de jazz. Tu ne sais pas, en fait, ça, parce que les gars vont te dire « Mais je connais tel gars, ce gars-là pète aux États-Unis dans le monde du jazz. C'est un truc, voilà, le gars est relativement connu, en fait, finalement. Mais c'est pas de la musique populaire des États-Unis. C'est un sous-genre musical des États-Unis, dans le jazz. Ça va être des choses qui sont pointues, des choses qui sont extrêmement qualitatives. Mais là, tu parles des consommateurs des plateformes. Non, mais justement, mais oui, les consommateurs des plateformes, finalement, il y a de la musique qualitative partout. Il y a de la musique qualitative antillaise. Il y a de la musique... Quand je te parle de qualitative, je te parle d'arrangements qui sont incroyables, de la qualité du studio qui est incroyable, etc., etc. Simplement, c'est difficile de dire, oui, cette musique qualitative... elle est écoutée par telle personne. Finalement, l'accès à la bonne musique, je parle de la bonne musique, techniquement, c'est de la bonne musique. Il y a des critères objectifs qui permettent de dire que cette musique est meilleure qu'une autre. C'est difficile, effectivement, de dire oui, cette musique-là, elle est écoutée ou non, elle n'est pas écoutée. Ça devient difficile parce que ce qu'on appelle le mainstream, comme tu dis, c'est dilué dans les réseaux sociaux, les médias alternatifs, etc., qui fait que c'est peut-être un peu difficile de savoir effectivement quelle est la qualité de la musique qu'on écoute aujourd'hui par rapport à hier. J'essaie de me repérer. Et est-ce que tu pourrais nous brosser un peu le tableau du parcours d'un artiste en Martinique? Bien sûr, il est, j'allais dire, unique. À chaque artiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une école où on va et puis on entre, j'allais dire, personne qui ne connaît rien à la musique et puis on a une espèce de
formatage et puis on sort et puis c'est bon, on est musicien ou c'est bon, on est artiste, c'est bon, on est peintre. Non, dans le monde de l'art en particulier, mais ça c'est lié à notre modèle sociétal occidental, hein, ça n'a rien à voir avec nous spécifiquement en Martinique, mais dans le monde de l'art, c'est vrai que je pense qu'il y a d'un côté une quête personnelle de l'art et puis de l'autre côté il y a tout un facteur travail et puis en dernier il y a un facteur chance qui est non négligeable. Il faut le dire, il y a des gens qui sont extrêmement talentueux. Il faut aussi savoir sur quelle base on s'appuie pour dire c'est un succès ou ça n'est pas un succès. Moi par exemple, j'ai tendance à dire que la différence entre, mais c'est personnel, hein, la différence entre un professionnel et un amateur, c'est si dans le système sociétal dans lequel il vit, c'est sa première source de revenus et qu'elle est déclarée fiscalement, administrativement. C'est-à-dire que moi je suis intermittent du spectacle, c'est le statut qu'il y a en France. On est la Martinique et fait partie donc de la France, donc c'est le statut qui me permet de dire aujourd'hui je suis professionnel. Est-ce que ça veut dire que je fais de la meilleure musique que quelqu'un qui n'est pas professionnel? Absolument pas. Ça on peut pas le dire, on peut pas vraiment. Ça c'est la qualité artistique. Donc à partir de là, j'ai envie de te dire déjà qui est-ce que tu estimes qui est artiste? Parce que est-ce que si je tape comme ça sur la table, est-ce que c'est de l'art? Ça c'est impossible à savoir. Mais est-ce que c'est pas sous-estimé? Est-ce que c'est influent? Est-ce que la musique en elle-même, de par les musiciens, les chanteurs, par rapport à la société, est-ce qu'elle n'est pas sous-estimée par les Martiniquais? Est-ce que un jeune va se dire bon, j'ai envie d'être chanteur, qu'au niveau de ses parents ils vont dire pour tout le besoin fait brille? Est-ce qu'au niveau de la société, est-ce qu'on va être pris au sérieux? Est-ce que la musique, elle est prise au sérieux professionnellement en Martinique? Alors, ça. Oulala, les gars vont me poser des questions, il faut 1 heure pour répondre à chaque fois. en fait, genre, c'est-à-dire que, je vais te dire, il y a des institutions qui vont. Excuse-moi, qui sont censées te dire oui. Excuse-moi, parce qu'il faut constater aussi que nous n'avons pas. Est-ce qu'il y a un observatoire? Conservatoire. Un conservatoire, du moins. Mais pareil, on a besoin d'un observatoire. En vrai, tu parles de conservatoire, mais oui, on a besoin d'un observatoire, d'un conservatoire. Mais en fait, alors, c'est là où c'est un petit peu compliqué. Je m'explique. Un conservatoire, le nom, c'est conserver. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Sauf que l'art, ça évolue. Donc en fait, il ne nous faut pas un conservatoire, il nous faut un évolutoire. T'as vu? Il nous faut d'un organisme, et d'ailleurs, avec plusieurs associations, on va dire qu'on réfléchit à ça, on travaille dessus. Il faut réfléchir à comment on se place dans une logique qui est mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas de la musique en Martinique pour la vendre en Martinique, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont créer de la musique, mais on peut englober toutes les formes d'art. Et puis ça marche au Japon d'ailleurs, parlant de la Perfecta, les gars ont foutu du son au Japon, les gars ont fait des tournées au Japon, les gars ont fait des trucs... Non, là tu parles de Malavoie. Oui, pardon, Malavoie, oui, mais c'est-à-dire qu'à un moment, c'est-à-dire que tu ne sais pas effectivement à quel endroit ton art va marcher ou ne va pas marcher. Ça, c'est pas possible, c'est pas... comment dirais-je, c'est pas quantifiable. Et est-ce que, encore une fois, est-ce que c'est ça le succès ? Qu'est-ce que c'est le succès? Est-ce que le succès, ça veut dire que tu as 100 000 vues sur YouTube, mais ton frigo est vide? Ou est-ce que le succès, c'est de dire tous les jours je me lève et ça, c'est mon travail principal et puis je vis de ça et à la fin du mois, je touche au minimum un SMIC puisque c'est le minimum légal. Au minimum, je touche un SMIC en faisant ça de ma vie. Moi, je pense, là, c'est une petite idée que je me permets de dire. Je pense qu'il y a une différence entre l'approche francophone et l'approche anglophone. Je pense qu'au niveau anglophone, c'est davantage reconnu financièrement, c'est davantage reconnu que surtout en Martinique. Je pense qu'il y a une différence de ce côté-là. Et même dans la Caraïbe, j'ai l'impression que ce sera davantage reconnu comparativement à la partie propre de chez nous. Bah alors, je pense que tu raccordes ça à ce que tu disais tout à l'heure en mode si jamais tu veux chanter et que dans ta famille on te dit ah non pas dit, laisse tomber, oublie ça. En fait, je pense que ça arrive de manière générale. C'est pour ça que je parlais peut-être de mode de pensée occidental, c'est-à-dire que on a ce truc à penser que, je pense que ça vient des générations précédentes,
Mais c'est peut-être la même chose, c'est pas forcément lié à seulement la musique et à l'art, hein, mais à l'époque c'était en mode il faut que tu fasses des études, parce que si tu fais des études, tu vas t'en sortir dans la vie. Si tu fais des études, il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois avocat, faut que fonctionnaire. Bon. Et au final, les trucs artistiques, c'est en mode bon bah, va faire un métier et puis à côté, tu vas faire ton art. Et là où c'est difficile, c'est la professionnalisation des métiers artistiques. C'est ça qui est compliqué. C'est là où, en fait, je pense que le bas blesse et que tu parles de reconnaissance, c'est qu'effectivement, si ton tonton, le frère de ton tonton, si ces gens-là organisent des chantées Noël tous les ans, qu'ensuite tu vas au carnaval, tu es baigné dans la musique, qu'ensuite tu as le Tour des Yoles, en fait tous les événements festifs de la Martinique sont baignés de créations artistiques fantastiques, parce qu'il suffit que quelqu'un dise une bêtise, tu peux être sûr que quelqu'un d'autre va récupérer ça et va faire une chanson de carnaval avec. Et en fait on est tellement baigné dans un art qui d'ailleurs souvent est très qualitatif, que c'est difficile pour des gens de dire oui mais en fait voilà, je fais de l'art mais j'ai envie de me professionnaliser, de faire que ça de ma vie, et c'est-à-dire que voilà là par exemple je suis musicien, je vais faire que de la musique, et faire ça en Martinique en vrai, c'est-à-dire d'avoir une seule forme d'art et d'en faire un métier, ça c'est compliqué parce qu'il faut passer derrière ces barrières sociales qui sont oui mais en fait ça c'est pas vraiment un métier. Jouer musique, mais bon, voilà, ton tonton joue de la musique aussi, tu vois, bon, va dans chanter Noël faire de la musique si tu veux faire de la musique. Et ce n'est pas un problème, mais tu pourrais aussi te dire, oui, mais je veux bien faire de la musique dans un chanter Noël, c'est bien, j'adore ça, super, les chanter Noël, ça, c'est excellent. Et après le chanter Noël, j'aimerais aussi pouvoir continuer à faire de la musique, enfin, c'est-à-dire le reste de l'année, sans être obligé, puisque c'est ça notre vrai... malheur, j'ai envie de te dire, sans être obligé d'aller jouer ailleurs et de se dire ah oui mais en fait j'aimerais bien faire mon travail, mais en fait les opportunités que j'ai sont pauvres, mais ça va de pair je trouve avec notre niveau de chômage qui est de plus de 40% pour les 18-25, je veux dire c'est pour ça que je dis justement que c'est pas quelque chose qui est isolé du reste de la société, ça va de pair, sinon on est dans une société où on a du mal justement à obtenir des emplois. Il y a professionnalisé plein d'autres professions, justement. Dans la musique, ça va se répercuter. Surtout que, comme il l'a dit, il y a quelque chose qui accélère encore plus sa problématique, c'est que socialement, c'est toujours mal vu, en fait. Enfin, pas mal vu, mais c'est pas valorisé. Quand un enfant va dire moi, je veux être musicien, ou alors on va lui dire ah ok d'accord, du niveau Michael Jackson quoi. Mais si juste son truc c'est justement de pouvoir toucher son petit revenu qui lui permet de vivre et puis de faire ce qu'il a envie de faire, c'est pas tellement et de manière décente encore une fois, l'objectif c'est pas de se dire oui mais voilà, tu n'as marché que parce que tu as fait des tubes. Et que si tu n'as pas fait Sweetie Doudou, tu n'as pas le droit d'être considéré comme un bon musicien martiniquais ou tu vois. En fait, finalement, c'est aussi ça qu'il faut déconstruire. Et ben DJ Tutux qui fait du bon chata, c'est un bon musicien. Et puis voilà, il faut le dire, il faut dire bah ok, voilà, monsieur bosse dans ce qu'il fait et il fait des choses qui sont qualitatives et voilà, tu vois. Et ça, c'est valable aussi pour nos contemporains, tout ça, parce que derrière ça, ce que peut-être les gens de manière générale qui ne sont pas dans le milieu ne voient pas, c'est que il y a beaucoup de gratuité qu'il y a à ça. C'est pour ça que c'est difficile de professionnaliser. C'est-à-dire que moi te dire ouais, donne-moi un coup de main, viens jouer pour moi là dans tel truc, et puis ouais mais j'ai pas d'argent. Mais en fait c'est peut-être ça que les anglo-saxons et la culture anglo-saxonne, je parle vraiment surtout des États-Unis là, ils ont compris. C'est que aux États-Unis, on va pas t'appeler pour te dire ouais viens faire ça pour moi gratuitement. On t'appelle, on te dit oui bon voilà j'ai tant d'argent pour faire ça, est-ce que c'est possible ou pas selon tes capacités, voilà. Oui mais là c'est tout un ensemble, c'est-à-dire que exactement. Les entreprises vont suivre, les entreprises exactement. Vont payer, tout le monde va prendre au sérieux parce que comme tu disais tout à l'heure là, le jeune va vouloir peut-être faire la musique, il sera pas forcément pris au sérieux par la famille, tu vois, comme tu disais si il va pas faire des tubes. Ils vont dire retourne à l'école, va chercher le travail à faire. C'est ça. Mais tout à l'heure là, on parle des artistes. Est-ce que tu trouves que les artistes de maintenant ils prennent des risques? Oui, encore une fois, tout dépend de. C'est horrible. Dans quel contexte tu les mets? Genre, effectivement. Prennent des risques, c'est-à-dire que moi, tu vas me dire, est-ce que quand je dis ça, c'est-à-dire que vouloir essayer des sonorités peut-être différentes, aller au-delà
comment parler de cloisonnement, Ouais. cette ouverture. Mais c'est-à-dire que faire de l'art, c'est un risque. Hein. C'est-à-dire que tu arrives pas et puis tu présentes à un public quelque chose qui est aussi intime que de faire de l'art. Et puis les gens peuvent... C'est-à-dire que c'est une exposition qui est totale. Tu arrives et tu dis, voici ce que j'ai produit. Et puis d'un côté, tu as des gens qui vont te dire, c'est nul. Et puis de l'autre côté, tu as des gens qui vont te dire, ah, génial. Et dans tous les cas, c'est-à-dire que tu dis aux gens, je vais faire quelque chose et je vais vous le soumettre pour que vous puissiez le juger. C'est quand même une sacrée prise de risque. Même si tu fais à chaque fois la même chose à une sauce différente, même si tu fais le colombo, sauf que cette fois-ci, au lieu de mettre du sel, tu as mis du poivre, dans tous les cas, tu vois, dans tous les cas, c'est une prise de risque. Et effectivement, je suppose que les artistes prennent des risques. Maintenant, au-delà des artistes, c'est souvent pas l'artiste qui refuse de prendre un risque, c'est plutôt l'industrie qui est derrière qui a peur de prendre des risques. C'est-à-dire que quand je suis label, que je vois que tu as fait un style musical, que ça marche, moi l'argent arrive, je peux payer tout le monde, j'ai envie... c'est l'économie, hein, c'est rien à voir avec l'art finalement. L'industrie. Oui, moi j'ai envie de te dire, bon, refais la même chose avec une saveur légèrement différente, peut-être que l'argent va re-rentrer. En rajoutant par exemple Doudou. Comment ? En rajoutant par exemple Doudou. Non, mais peu importe. Regarde, bon, après, je sais pas si vous êtes au courant de ce truc-là, mais André 3000, un des plus gros rappeurs du monde. Outkast. De Outkast, exactement. Oui. Celui qui a fait Hey Ya. Ce gars-là, ça fait 20 ans qu'il n'a pas sorti un album de rap avec Outkast. Et là, il vient de sortir un album de flûte. Ouais. Vous imaginez si Kalash arrive là et puis il dit, les gars, je vais sortir un album Belay. Non, que du Belay. Je fais que du Belay. Là, ça ne m'intéresse pas de machin, c'est Tambou Belay. Et puis que du Tambou Belay. Voilà. Je fais un album comme ça. Non, zéro parole. C'est tout. Un album Belay. Qu'est-ce que les gens vont dire ? C'est ça, là. Quand tu parles de prise de risque, je suppose que tu veux dire ça. En fait, c'est difficile parce que derrière ça, si lui, il fait ça, ça veut dire qu'il s'expose au fait que les gens vont dire « le gars a sorti un album sans une seule parole. Moi, à la base, je viens pour les textes de monsieur. Je n'ai rien à faire là. » Et même si derrière ça, il ressort un album, j'allais dire, de rap, trap, dancehall, en fait, ça veut dire qu'il va forcément s'aliéner une grosse partie de son public s'il prenait un tel risque. Et derrière lui, il n'y a pas que lui, tu vois, il a peut-être son label, je ne sais pas s'il est sur un label qui est à lui indépendant ou s'il est signé sur une major, mais dans tous les cas, les gens qui sont derrière, c'est une économie, c'est une industrie, donc en fait, tu n'es pas censé prendre des risques comme ça. Et c'est là où c'est difficile, c'est de glisser sur la vague, de sortir quelque chose qui est nouveau, mais aussi qui ne trahit pas ton identité de départ. Mais tu peux pas refaire exactement la même chose à chaque fois, ça ne marche pas de manière générale. Mais c'est de l'art, l'art ne se dirige pas et ne se commande pas d'une certaine manière. Ah oui, mais l'art dans une industrie économiquement viable, ça se dirige. Et justement, c'est tout un travail. Je ne l'ai pas dit spécialement dans la présentation, mais moi je me dirige justement donc vers la direction artistique. Je l'ai déjà fait là, mais je me dirige sur des nouveaux projets par rapport à ça. Et ce métier-là consiste finalement à trouver la chose la plus concrète dans le non-non de l'art de quelqu'un et faire ressortir cette chose, mais en ayant des bases techniques solides, donc en faisant travailler la personne sur augmenter à chaque fois la qualité technique de ce que la personne va produire, tout en restant fidèle à elle-même, ce qui est presque paradoxal. Et donc oui, ça c'est compliqué et c'est un vrai défi. C'est un vrai défi de vie, tout simplement. Ok, et si on revient justement sur l'oreille musicale, quelle est la chance pour toi justement de Martiniquais, la chance qu'il a justement par rapport à son oreille musicale, par rapport à son environnement, quel est ce en fait qu'on retrouve en Martinique qu'on ne retrouve pas ailleurs dans le monde. Donc tu as parlé tout à l'heure par exemple du syncrétisme avec les influences caribéennes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois qui sont avantageuses en fait dans le fait d'être martiniquais? Alors très concrètement, oui, je pense qu'on a un avantage. Après, cet avantage, comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être d'être une plaque tournante d'influence musicale. C'est-à-dire que comme on entend de la musique de beaucoup de parties du monde, je veux dire, les gens savent ce que c'est que la samba ici. Peut-être que si on va
en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, les gens vont pas savoir te décrire une samba. Alors, nous, on sait que c'est tchouk, 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 tchouk. Et ce rythme-là, on le retrouve aussi dans les rites de carnaval. Les rites du chanté Noël sont issus du folklore chrétien. On va retrouver donc des influences d'énormément de styles et on va se construire. La mazurka, à la base, c'est quelque chose qui vient d'Europe de l'Est. Je veux dire, on se construit sur des fondamentaux musicaux qui sont extrêmement divers, qui ont été sciencés. Je veux dire, le jazz, qui est la musique des États-Unis, qui est une grosse influence ici. C'est une musique sur laquelle on a grandi, la musique classique aussi. Je veux dire, on écoute des styles musicaux qui sont extrêmement divers et variés, et qui fait que la plupart des musiciens qui ont grandi ici, qui ont commencé à faire de la musique ici et qui sont partis ailleurs, sont aujourd'hui reconnus comme d'excellents musiciens. Et il y a beaucoup... je parle plus de ce que je connais, mais je veux dire, dans le monde, par exemple, du jazz, il y a des musiciens martiniquais qui sont reconnus comme des hyper bons musiciens parce qu'ils savent tout faire. Ils savent tout faire parce que, en fait, quand tu as l'habitude d'écouter toutes les musiques, et que forcément tu reproduis les musiques que tu entends. Donc tu vas savoir faire de la musique traditionnelle, tu vas savoir faire de la musique traditionnelle de chez nous, tu vas savoir faire de la musique traditionnelle des fois de Guadeloupe, tu vas savoir faire du compas, tu vas savoir faire de la musique cubaine, tu vas savoir faire de la musique brésilienne, tu vas savoir faire de la musique états-unienne, tu vas savoir faire de la musique jamaïcaine, tu vas savoir faire de la musique européenne, tu vas savoir faire de la musique... Tu vois, en fait, même de la musique asiatique. Enfin, je veux dire que on a, je pense, énormément d'influences musicales qui font qu'on a une oreille qui est extrêmement développée sur la diversité. Ça, c'est sûr. Tu dis ça parce qu'une fois, j'avais entendu aussi un DJ, je ne sais plus quel DJ, et il disait que ça les aidait aussi beaucoup. C'est-à-dire avoir passé du trap, du tambour, du compas et des musiques françaises. Donc, le côté éclectique, ça les aidait davantage. Et donc, ils ont pas, ce genre de DJ, ils n'ont pas peur d'aller à l'étranger pour pouvoir faire une soirée, et là où quel que soit le lieu. Là où c'est intéressant, c'est que, tu vois, ces mêmes personnes-là qui vont te dire, oui, c'est intéressant d'avoir pu avoir, justement, d'aller dans une soirée où tu sais que c'est un mariage de gens dans l'Hexagone, et qu'ils vont te demander tel style musical, et que du coup... c'est de la musique normée, tu vois. Tu vas dans un mariage, t'es DJ, tu sais déjà ce qui va plaire aux gens, là où tu vas et tout. Mais ça leur permet de faire découvrir la musique caribéenne parce que dans leur playlist, à un moment, ils vont dire bon ben, là je vais passer du bon dancehall. Et là, les gens ils te disent ah ouais, c'est incroyable, c'est bien cette musique-là, tu vois. Et en fait, je pense que ouais, ça permet quand encore une fois, les musiciens, et étant nos DJ, qui sont formés ici, quand ils vont ailleurs, ils vont avoir les codes d'ailleurs, donc ils vont pouvoir se glisser dedans, mais ils vont aussi pouvoir permettre de faire connaître la musique au monde et se débrouiller pour jouer dans, j'allais dire, presque n'importe quel style. C'est pas valable de tout le monde forcément, mais souvent, les gens ont une capacité, les musiciens martiniquais, grâce à leur oreille et au fait qu'ils aient grandi ici, une capacité d'adaptation qui est supérieure à la moyenne. Je suis persuadé. Excuse-moi. Non, vas-y. Le truc, c'est que j'entends beaucoup de largesse au niveau de la musique. J'entends beaucoup, tu parles des musiciens qui sont influencés de par beaucoup de styles de musique. Les disjockeys, je disais ça tout à l'heure là, et malgré ça, je trouve qu'on se renferme, par exemple, je vais en soirée, je prends le cas termes de soirée, je trouve qu'on se renferme beaucoup à quelques styles. T'es allé en soirée ailleurs? T'as écouté comment ça se passe ailleurs? Vas-y. Oui, un petit peu. Et qu'est-ce que t'en as... Enfin, vrai. Réponds à cette question. Allons-y franchement, parce que moi, quand je vais en soirée ailleurs, j'entends moins de... Va aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, et puis il va me dire que les gars ne jouent pas que de la country. Et puis ils jouent ça vraiment, tu vois, et ils rigolent pas du tout. Les gars te disent ah non, du R&B, non, ne viens pas mettre ça dans ma country. Tu vois, donc c'est à dire que au contraire, même dans nos soirées, on a l'impression qu'on passe que ça. Si tu découpes une soirée classique, tu vas pouvoir entendre une session. Je parle de session, donc c'est pas un son, c'est au moins plusieurs sons. Du dancehall, du trap, du drill, du zouk, puisqu'il faut que les gens dansent en slow. Tu vas entendre donc du zouk rétro, tu vas entendre du zouk love, tu vas entendre du compas, tu vas entendre, tu vois. Et là, je suis à 8, je peux continuer jusqu'à 10. Et à la fin de la soirée, pour tuer la soirée, on va te mettre du reggae. Donc...
tu sais déjà que tu vas dans une soirée antillaise, tu entends 10 styles. Je suis pas sûr que tu ailles dans une soirée aux États-Unis encore une fois et que tu entends. Quand tu vas dans une soirée électro, c'est de l'électro, hein. C'est pas de l'afrobeat, c'est de l'électro et puis c'est tout. C'est Ouais. Donc, boum, tu vois. on est un petit peu des enfants gâtés alors. Je sais pas, non, pas gâtés. En fait, il y a ce truc peut-être où on se rend pas compte, et c'est parce que je te dis ça, c'est en allant ailleurs que je me suis rendu compte de la richesse qu'on a. Parce qu'effectivement, la même personne qui est allée en boîte de nuit se retrouve dans le chanter Noël, c'est pas la même musique. Elle va se retrouver dans un cercle Belay parce que son tonton machin, c'est pas la même musique. Elle va se retrouver au carnaval, c'est pas la même musique. Ouais. Tu vois? Ce que je suis en train de dire là, c'est que la musicalité en Martinique, elle est tellement grande qu'on ne se rend pas compte. Je pense. Et donc on a l'impression qu'on écoute toujours la même chose, mais en fait, finalement, on écoute des choses différentes. Hein. On écoute des choses différentes parce que les gens ramènent toujours des choses différentes. Et nous, en fait, c'est presque le paradoxe inverse. J'ai envie de te dire, vu qu'on n'est pas au courant de notre richesse, les gens viennent, se disent « c'est bien ça !» Ils prennent ça et puis ils vont faire ça ailleurs. Kassava a pété. Kassava a fait des choses incroyables, extraordinaires pour la musique. Ils sont allés à droite, à gauche. Les gens ont vu ça. Ils ont dit, c'est quoi ce groupe-là? C'est quoi ces gens-là? Ils ont regardé la musique. Ils ont dit, ah, ça marche comme ça, c'est incroyable, on prend. Des années plus tard, il y a des styles musicaux qui sont nés dans des pays qui sont incroyables, qui font le tour de la Terre. Et c'est grâce à ces influences-là. Je parle de Kassav, mais en fait, on parlait de Malavoie tout à l'heure. Il y a énormément de gens qui ne savent pas à quel point ils ont influencé la musique de manière internationale, mais parce que la musique antillaise crée effectivement des groupes qualitatifs. On a de la musique qualitative, mais c'est juste que on n'est tellement pas au courant de l'impact que ça peut avoir. On est un petit caillou, hein. On est un tout petit caillou dans le monde. Donc, 350 000 personnes, c'est même pas une grande ville. Je constate que la thématique de ce soir, savoir la déconstruction de notre éducation musicale, elle est plus à l'exposition, c'est-à-dire à la valorisation. Alors. Exactement. Et c'est pour ça que je te parlais de nettoyage. C'est que des fois, les idées reçues... parce qu'on n'en a peut-être pas parlé aussi de cette histoire de violence dans le mainstream, mais les idées reçues qu'on a à propos de telle chose, c'est peut-être ça aussi il faut qu'on apprenne, comme tu dis, il faut qu'on apprenne à revaloriser le bon travail. Quand je dis le bon travail, c'est-à-dire que à l'école, moi je me souviens que quand on apprenait de la musique, donc les cours de musique de la 6e à la 3e, on a appris Hijo de la Luna, on a appris Bob Marley, Is This Love, on en reparlait. Et la flûte aussi, c'est la flûte aussi. Ouais, tu vois, on faisait ça à la flûte. Non mais on a appris des classiques qui étaient super différents. On a appris du Bach, on a appris des trucs, vraiment des trucs complètement différents. Et je suis pas sûr que quand tu vas ailleurs, à l'école même, juste en cours de musique, tu apprennes ça. Mais même dans cet apprentissage-là... Quoi, tu trouves qu'au niveau de l'école, en termes d'apprentissage musical, tu trouves que ça va? Que c'est intéressant? Non, alors attends une seconde. Je te parle encore une fois que de l'éclectisme. Mais de la même manière, dessin, musique, c'est 1 heure par semaine. Et c'est toujours ça. En fait, alors ça change au fur et à mesure, parce qu'il y a des professeurs passionnés, parce que je travaille beaucoup avec des gens dans l'éducation nationale. Il y a des trucs qui sont mis en place. Moi, je suis allé dans beaucoup d'écoles pour faire des ateliers d'initiation au beatbox pour que les jeunes puissent savoir déjà ce que c'est, par exemple. En gros, si jamais tu as un jeune, il a un potentiel artistique, il va peut-être avoir 20 en dessin, et puis il va avoir, disons, 7 en maths. On va se concentrer sur ces 7 en maths. Mais on ne va jamais se concentrer sur ce 20 en dessin. Et donc, plus tard, ça amène à des frustrations où tu as des artistes qui sont obligés de faire un taf pour survivre. C'est-à-dire, quand je dis survivre, c'est que c'est pas un taf qui leur fait plaisir. Tu vois, tu travailles dans des grandes enseignes parce que c'est là où il y a du travail, quoi. Tu travailles dans des grandes enseignes, soit de fast-food, soit de consommation, pour que à côté, tu puisses, une fois que tu es bien fatigué de ta journée de travail, je te dis ça parce que j'ai vécu ça, hein, je suis professionnel depuis 2020, donc ça fait 3 ans que je suis professionnel, et ça fait depuis à peu près 6 ans que je me suis lancé véritablement dans ma professionnalisation. Quand tu rentres d'une journée de travail, tu te dis oui, ben je fais ce travail-là pour subvenir à mes besoins, et puis derrière je fais de l'art, et c'est pas la même qualité que quand tu te lèves le matin et tu te dis bon là je passe 8 heures à faire que de l'art.
Et à la fin de cette journée où tu as passé 8 heures à faire que de l'art, tu sors quelque chose de positif peut-être. Mais quand effectivement, bon, disons que tu as eu 20 en dessin, et puis que tu vois des toiles peut-être, si jamais tu fais de la peinture, tu vois des toiles qui s'accumulent, et puis tu as l'impression de stagner, de même pas pouvoir progresser. Parce qu'en fait, l'art, ce n'est pas ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois aussi. C'est-à-dire que si tu ne vas pas voir des expositions, si tu ne vas... Et comment tu fais pour aller voir des expositions? Il y a très peu de lieux de diffusion en Martinique. C'est-à-dire que si tu enlèves l'Atrium, que tu enlèves le Cermac, que tu enlèves... C'est-à-dire que même pour aller consommer du contenu qualitatif, c'est compliqué. Et il n'y a pas forcément d'envie, et on ne te dit pas ça à l'école, on ne te dit pas... À l'école, je me souviens, on est allé voir... on est allé 3 fois au cinéma peut-être, dans toute ma scolarité, on est allé 3 fois au cinéma, peut-être 2 fois dans des pièces de théâtre, peut-être 3... Et je sais qu'on était privilégiés. Je sais qu'on était privilégiés en ayant fait ça. Que si tu grandis au Lorrain, on va pas te dire oui, on va faire une sortie scolaire pour aller à l'Atrium voir un spectacle de théâtre, tu vois. Et donc, quand j'étais en atelier en école, ça m'arrive de demander à des lycéens, levez le doigt ceux qui sont déjà allés voir un concert. Les gars, vous adorez telle personne, je sais pas moi, bon bah, on va parler d'Aya, mais voilà, tu vois, Aya est venue, voilà, si tu vas aller voir Aya, il faut payer 90 €. Alors il y a des choses qui sont faites, il y a le ministère de la Culture qui a fait le pass culture pour que tu puisses avoir un petit peu plus d'accès, mais de manière générale, effectivement, c'est difficile de se dire que c'est quelque chose de sérieux si de base, on n'a pas cette culture-là de se dire « Oui, mais j'ai envie d'aller voir quelque chose de qualité ». Parce que ça existe, hein, les choses de qualité existent. Ça c'est indéniable. Les choses de qualité, elles existent. Simplement, les salles sont vides quand les salles existent. Quand je dis qu'elles sont vides ou elles sont... Il y a des gens qui ont un certain âge, c'est pas ces gens-là qui vont faire l'art de demain. Que les jeunes... Il n'y a pas ce renouvellement. Mais au-delà de renouvellement, même la génération, j'allais dire la plus ancienne qui est là sur certaines formes pratiques artistiques, les pauvres, ils sont juste mêlés parce qu'ils ont passé leur vie, comme je te dis, à faire leur boulot plus à côté. Et puis, arrivé à un certain moment, ils ont peut-être réussi à joindre les deux bouts et faire que de leur art leur source principale de revenus. Mais, encore une fois, s'ils ne peuvent pas faire des expositions, s'ils ne peuvent pas jouer, s'ils ne peuvent pas, etc., c'est difficile derrière pour un jeune de se dire « Ah ouais, j'ai envie de faire ça, mais j'ai pas envie de faire une vie de galérien, ça m'intéresse pas du tout. » Moi, quand j'étais jeune, mes parents, ils m'ont dit si ça t'intéresse pas de faire fonctionnaire et puis de faire de la musique à côté. Oui, on voit que t'es bien, que t'es chaud, tu aimes ça la musique, c'est cool. Mais personne n'est allé me dire... Et quelque part, on est dans un monde qui est compliqué, et donc... C'est de la sélection naturelle. Moi, j'appelle ça la sélection naturelle. Mais cette sélection naturelle, elle est à un stade où, clairement, c'est difficile. C'est difficile de te dire, oui, ok, je veux pas savoir, mon ventre est vide, mais je vais quand même faire de l'art. Mais non. C'est d'abord, tu as la survie qui est assurée, et puis ensuite, tu fais autre chose. Et ça, c'est pas dans notre culture trop. Mais justement... Jonathan l'a révélé tout à l'heure, il y a aussi ce côté où, comme c'est certains types de musique qui nous proviennent, de par les moyens de diffusion, donc on se persuade, ce sont des biais cognitifs, qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ce type musical-là, comme tu parlais justement des soirées. Ça, ce sont des soirées. Ce que tu dénonces, ce sont des soirées qui concernent des 18, 22, 23 ans. Où la couleur est annoncée en fait. Tu sais très bien que quand tu vas là, c'est pas pour écouter le dernier son de compas. Voilà. Non, mais clairement. Voilà, c'est sciemment fait, et il faut respecter le fait qu'ils aient cet univers-là. Il faut pas oublier que nous aussi, à notre époque, on nous faisait les mêmes reproches. Mais exact, c'est peut-être moins virulent. C'est un éternel recommencement. Voilà, c'est peut-être moins virulent parce que il n'y avait pas ces réseaux-là qui appuyaient autant, mais c'était la même chose. Donc, on nous a laissé notre univers, laissons-leur leur univers, et maintenant construisons les autres, parce qu'il y a plein d'autres soirées, et il n'y a pas que du 19-25 ans et puis du 60 jusqu'à la mort. Excellent, non, vraiment super. Il y a des soirées pour des trentenaires, il y a des soirées pour ceux qui sont plus ou moins autour de 40-50 ans, avec des styles justement qui seront différents. Il y a ceux qui vont plus écouter les slows à l'ancienne, plus danser justement le zouk
rétro. Enfin, bref, il y a plein de styles différents de soirées qui fait qu'on va retrouver ce qu'on va chercher, justement. Mais ça ne nous arrive pas à l'oreille. Et puis, il y a tellement aussi de promotion qui est faite sur les soirées, justement, Chata, qui drainent du monde, qu'on se dit, il n'y a que ça. Non, c'est pas Il y a trop de choix, tout le choix. Et puis, je peux aussi rajouter un petit truc, Ulrich, dessus, c'est que les gens qui consomment ne sont pas les gens qui n'ont pas les moyens de consommer. Je m'explique. La population active, la vraie population active, celle qui travaille, qui fait des gosses, qui élève ces gosses-là, donc les, on va dire 25-30 à peu près 50 ans, ces gens-là n'ont pas le temps de sortir. Ces gens-là n'ont pas le temps de consommer ailleurs que dans la voiture, la radio pour aller au boulot. Je parle de la musique spécifiquement. C'est-à-dire que ces gens-là ont bien envie d'aller en soirée, mais le jour où on organise une soirée, j'en parlais avec une copine qui est chanteuse, d'accord ? Je lui ai dit, t'imagines si on fait venir telle star des États-Unis, de la soul music, est-ce que tu penses qu'il y a un public pour ça ? Robert Glasper, un pianiste, incroyable, vraiment top du top. Je dis, mais imagine on fait venir ce gars-là. Ça coûterait 50 000 euros. C'est pas un truc qui est fou, hein, 50 000 euros. C'est-à-dire que c'est une tête d'affiche du milieu des États-Unis, quelqu'un qui est relativement connu. Bon, pas Beyoncé, mais disons quelqu'un donc du monde. Si on prend n'importe quel festival, on saura que cet argent-là, c'est un argent qui est raisonnable pour faire venir un groupe de musique des États-Unis ou qui marche bien, d'accord ? Si on te dit, bon, on fait venir cette personne pour 50 000 euros, tu fais 1000 personnes à 50 euros. C'est là aussi qu'il doit avoir l'aide de la CTM, par exemple, des différents organismes pour pouvoir aider. Imaginons qu'il n'y ait aucun organisme. On n'est pas en train de parler de politique, on est en train de parler de gens, d'économie réelle. C'est-à-dire que moi, je suis organisateur d'événements, je te dis, ça coûte tant, je me dis, ça coûte tant. Comment je fais pour rentabiliser et c'est quoi ma source principale de revenus? Ça va être ma billetterie. Ma billetterie, ça veut dire que je dis à des gens, mettez 50 euros et il faut que je réussisse à trouver 1000 gens sur toute la Martinique qui sont capables de mettre 50 euros pour consommer de la musique live. Okay. D'accord? Aujourd'hui, les seules personnes qui sont capables de faire ça, c'est les retraités qui sont retraités en couple fonctionnaire. Personne n'est capable de mettre 50 euros dans un concert quand il a de 18 à 25 ans, on est d'accord ? Et de 25-30 ans à 50 ans, on est trop occupé pour avoir le temps d'y aller. Donc c'est-à-dire que là, si on prend le calcul, soit je fais venir des stars pour les 60 ans et plus, jusqu'à la mort, soit je me débrouille pour faire venir des DJ qui vont pas me coûter cher en plus, hein, parce qu'un DJ, tu peux t'en sortir pour 500 euros. Tu fais venir un DJ, 2 DJ, 3 DJ. Ça dépend du DJ, hein, c'est 100 euros, ça dépend du DJ. Non, mais en moyenne, tu fais. Mais je veux dire, dans la logique, tu fais venir un DJ qui n'est pas connu spécifiquement, mais juste un gars qui fait le taf. Tu fais ta soirée, tu fais rentrer les mêmes 1000 personnes. Sauf qu'au lieu de payer 50 euros, elle paye 5 euros. Ça te fait un budget de 5000 euros. Tu as payé ton ou tes DJ. Tu as même réussi à mettre de l'argent de côté. Tu parlais d'économie, tu parlais d'industrie. Oui, je parlais d'économie, mais ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que moi, là, à l'heure actuelle, j'ai fait la fiche de bord du collectif Canopé. Si on voulait faire chaque date en payant tout le monde correctement, je ne parle pas de payer tout le monde, machin, je te parle de tout le monde correctement et d'avoir tous les éléments nécessaires à ce qu'on fasse un bon événement, une bonne soirée, étant c'est quelque chose de riche. Aujourd'hui, ça coûte presque 10 000 euros pour un événement limité à 200 personnes. Qui peut investir aujourd'hui dans ça? Qui peut dire oui, j'ai envie de payer des gens qui ne sont pas connus, hein, des gens qui sont... Tu vois, c'est-à-dire que c'est le ticket d'entrée pour faire quelque chose de légal, quelque chose de bien, quelque chose où les gens vont repartir et dire oui, là on a eu un événement qui était satisfaisant, etc. etc. Maintenant, les gens qui pourraient éventuellement mettre l'argent dessus, ils sont en train d'élever des enfants donc ils n'ont pas le temps. Les gens qui ont le temps de consommer et qui ont très peu d'argent finalement, puisque c'est les parents qui doivent financer ça, c'est les jeunes de 18 à 25 ans, les premiers consommateurs. Les deuxièmes vrais consommateurs, c'est les gens qui sont à la retraite. Et ces gens à la retraite n'écoutent pas n'importe quel style de musique. Ça me fait penser justement à un message qui était passé sur les réseaux qui montrait en fait un DJ
qui avait été missionné, enfin qui avait eu une prestation justement pour un mariage. Et puis au fur et à mesure, le marié, lui, faisait des remontrances. Oui, est-ce que tu auras tel matériel? Oui, est-ce que tu pourras passer tel son? Oui, est-ce que tu... c'est cela. Ah, et puis, ils avaient des allers-retours, et puis il disait que, ben oui, mais il se dit, c'est son métier, quoi, il va le faire. Et que le marié avait fini par lui dire, bon, ben, si tu me fournis pas ce que j'ai demandé, en fait, c'est moi qui fais tout seul. Et le gars lui a dit, bon, ok, vas-y, fais tout seul. Gère, et ensuite on en reparle. Et que c'est quand il s'est rendu compte qu'il faut aller chercher les instruments, il faut que les instruments soient en bon état. Quand je parle d'instruments, ce sont les enceintes, etc. Il faut qu'elles soient en bon état, il faut qu'elles soient bien entretenues, il faut les emmener sur place, il faut aller les chercher, il faut aller prendre un micro qui fonctionne, il faut faire des tests, il faut aller préparer ta playlist, il faut monter ton son, etc. Et c'est là, justement, à 2 semaines justement de l'événement, qu'il revient et qu'il dit bon, non, finalement, je veux bien que... Et le gars dit, ben voilà, c'est ça mon travail. On sous-estime le métier des gens. Exactement. Bien sûr. On en fait, sous-estime quand on parlait métier. de déconstruire les choses, effectivement, c'est ça qu'on a à déconstruire. Notre vision du métier des gens est à déconstruire. Parce que souvent, ça, bon, ça c'est notre quotidien. Ah, tu veux pas venir faire un truc rapidement? Mais c'est quoi rapidement? Si je dois prendre 2 semaines pour faire un truc rapidement pour toi, ça marche plus en fait. Je peux pas le faire gratuitement pour toi. Et comme je te dis qu'on est dans un monde où le coup de main prime, etc., malheureusement, et j'ai envie de te dire contre notre propre gré, on a dévalorisé, parce qu'il y a une vraie part sur les artistes, hein, clairement, on a dévalorisé notre métier. Moi, j'ai pris beaucoup de temps à me dire, là, je vais faire payer quelque chose. Parce qu'au lieu de penser, mais indépendamment de la qualité de ce que je fais artistiquement, j'ai mis de l'essence dans la voiture, je répare la voiture, c'est pas toi qui vas changer mes pneus à ma place, donc je vais prendre ce temps-là. Au prorata de tout ce que tu fais, rien que pour te déplacer, aller faire la chose, ça coûte de l'argent. Ensuite, on va te dire, oui, bon, j'ai pas de sono, gère la sono, tu as acheté ta sono, tu vas jouer, quelqu'un fait tomber de l'eau sur ta sono. Qui est-ce qui va te rembourser? Tu vois ce que je veux dire? Et au final, vraiment, il y avait un mème qui disait ça à l'époque, c'était finalement les musiciens et les artistes, enfin les musiciens, c'est ceux qui vont prendre 5 000 € de matériel pour les mettre dans une voiture à 500 € pour jouer pour 50 €. Mais finalement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu te rends compte que c'est un métier qui est compliqué parce que les gens ne se rendent pas du tout compte de ce qu'il y a derrière. Parce que là, on parle du métier artistique. Dans ma réalité là, si je dis que je travaille 8 heures par jour, si je ramène à cette moyenne-là, que dans l'année, que je dis que je travaille 8 heures par jour, la moitié des 8 heures, c'est pas de l'art que je fais. La moitié des 8 heures, c'est configurer du matériel. Faire des dossiers administratifs, ça sous-estimé. Me débrouiller pour faire du recouvrement. Le nombre de gens qui me doivent de l'argent encore là. Ce matin encore, j'étais en train de régler un problème de ah oui, on a eu une erreur, on vous a envoyé la mauvaise somme. Évidemment, en moins, c'est pas en plus. Hein. Mais tu vois ce que je veux te dire? Vraiment, le nombre de fois où il faut aller courir derrière les gens, mais en fait, on a négocié ce contrat-là qui était payable sous 15 jours, ça fait 6 mois. Bon, voilà. Et ça, c'est une réalité du métier. Les gens ne sont pas au courant. Donc, le monsieur, là, pour l'histoire du mariage, il est super gentil de faire ça. Mais au bout d'un moment, tu peux plus prendre le temps avec chaque personne de leur expliquer. Voilà, en fait, la preuve de pédagogie. mon métier. Oui, c'est-à-dire que tu peux pas... les gens viennent te voir et te disent « Fais ça pour moi ». Si tu leur dis simplement « Ça coûte tant ». « Ah ouais, mais non, tu exagères, machin ». T'as pas le temps de l'expliquer à chaque personne. Voilà pourquoi ça coûte tout ça. Bon alors voilà, ça. Et puis souvent moi quand je fais des devis maintenant, avant je mettais forfait de machin. Maintenant j'écris toutes les lignes. Et ça. Et l'assurance de la voiture. Et ceci. Okay. Et cela. Et tu vois, ramener au prorata de tout ce que tu payes, voilà combien ça te coûte. Eh bon Dieu. Non, oui, c'est bien. Je suis 3 fois plus cher que l'autre parce que l'autre fait de la concurrence déloyale. C'est facile d'être fonctionnaire et puis derrière de faire une date. Hein. C'est facile. Là, le nombre de gens qui font ça, c'est facile. Moi, ça me dérangerait pas si j'avais un métier, si je travaillais pour n'importe quel organisme en étant fonctionnaire, ça me dérangerait pas. Derrière, sur mes heures libres, si je suis fonctionnaire et que j'ai mon week-end, par exemple, et que le dimanche soir, je joue, je fais une prestation pour 100 €, je peux le faire. Parce que derrière ça, je dors sur mes 2 oreilles,
mon loyer est payé, c'est l'État qui paye. Donc le 5 du mois, c'est sur mon compte, c'est sûr. Non, c'est même avant, mais je veux dire, c'est que dans tous les cas, il n'y a aucun problème à faire ça. Maintenant, dans la réalité, les gens ne payent pas le coût des prestations artistiques, dans la plupart du temps. En tout cas, il faut bien le répéter pour ceux qui n'auraient pas entendu. Il passe une bonne partie de son temps à faire du recouvrement. Et ça, c'est pas une réalité qui est propre seulement aux musiciens, c'est propre aux artistes. Ils passent énormément de temps. Vous vous rendez compte que leur art, ils prennent du temps sur leur art pour aller chercher des sous qui leur sont dus. C'est pas comme si c'est quelque chose qu'ils n'avaient même pas encore produit. La prestation est déjà faite. Elle est réalisée. Il y avait un contrat. Le contrat, c'était vous payez sous 15 jours. Et un mois plus tard, il n'y a toujours rien. 6 mois. Ah non, mais, parce que je donne le processus. C'est-à-dire qu'un mois plus tard, il n'y a pas de communication de l'autre côté. D'accord? Donc, l'artiste se dit, bon, il ne faut pas pousser justement mémé dans les orties. Il fait la relance. Ah oui, machin. 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ah non, c'est hallucinant. Donc, quand justement on parle de valorisation, il faut aussi bien voir que il faut cesser avec cette histoire aussi de non-paiement. Vous n'êtes pas capable de faire une prestation, ne la faites pas. En fait. Voilà, vous n'avez pas les sous pour ça, ne la faites pas. Ne vous surestimez pas, ne vous laissez pas jaser par ouais, on va ramener du monde, on va faire le meilleur événement, le meilleur festival du monde. Non. Préoccupez-vous déjà à ce que les artistes justement soient respectés, parce que c'est eux qui vont faire que le succès et le public le plus souvent justement des événements. Parce que comme il l'a dit, en Martinique, il y a toujours de la musique. Donc, si la musique est bonne, on peut être sûr que l'événement, il y a beaucoup de chances qu'il fonctionne. Donc, alors, je mets une petite virgule sur ce que tu dis, parce que malheureusement, ce n'est pas le critère principal. En fait, ironiquement, c'est la qualité de ta communication qui fait si ton événement marche ici. Oui, ou pas. oui, et c'est-à-dire que le nombre de gens qui vont dire « Ah oui, non, sur le groupe WhatsApp, c'est arrivé sur ce groupe WhatsApp, je peux aller là. » Ça, oui, ça a l'air... Bon, oui, toute la journée j'écoute du compas, ça a l'air d'être un événement compas, ok. Bon, toute la journée j'écoute du compas, ça a l'air d'être un événement moitié zouk, moitié compas, non, ça m'intéresse pas. Et en fait, ça, hein, c'est vraiment... La communication, c'est vraiment le premier truc. Primordial. C'est primordial. Et des fois... Les gens vont dans un événement, c'est nul, c'est pas bon, c'est pas, tu vois, genre ça ne sonne pas bien, l'enceinte crache, le machin, tu passes pas une bonne soirée parce que le service n'est pas bon. Et en fait, finalement, ironiquement, et c'est pour ça que je te dis, je mets une petite virgule sur ça, c'est même pas la qualité artistique qui est le critère le plus essentiel dans la réussite d'un événement. Le nombre d'événements où je suis allé, maman, incroyable, personne. Parce que l'événement n'est pas au bon endroit au bon moment, parce que la communication n'a pas été efficace, parce qu'il y a ce vrai truc-là, on n'y réfléchit pas comme ça et tout, mais normalement, si on voulait faire un événement, à chaque événement, il faut faire un audit pour savoir c'est quoi ta cible, pour savoir. Alors qu'on se dit, bon, grosso modo, à vue d'œil, je pense que ce sera telle tranche d'âge qui va peut-être venir, parce que ça va les intéresser, je vais mettre tel gros nom sur la fiche et tout, mais effectivement... C'est super difficile. Et puis il faut être prêt en tant qu'organisateur d'événements à dire oui, là je prends un risque parce qu'à chaque événement que tu organises, regarde ce qui s'est passé pour justement. Bon, on prend Aya parce que c'est le dernier truc qui a fait du bruit, mais tu imagines, moi j'aurais payé 80 € pour être dans des gradins et puis j'entends pas le truc. C'est difficile. Tu imagines, c'est peut-être l'argent que j'ai économisé depuis 6 mois, depuis que j'ai entendu que la fille vient jouer là. Même quand tu essayes, et je te dis pas que les organisateurs ont mal fait le truc, je te dis juste que c'est comme ça que l'événement se passe pour x, y raison. Moi, ça m'intéresse pas de savoir qui est fautif, qui est responsable. Mais toujours est-il que des gens ont fait un recours, des gens ont demandé à avoir une compensation. Je veux dire... Quand tu fais un événement, un gros événement en plus, et que, tu vois, ça tient à pas grand-chose. Il suffit que quelqu'un, dans l'événement, il y ait une bousculade, quelqu'un meurt, clé sous la porte. Et c'est de la faute de personne, je veux te dire, une bousculade, c'est de la faute de spécifiquement personne. La personne tombe, elle était cardiaque, elle meurt, bon, voilà. Et je veux dire, ça c'est une réalité qui est aussi difficile à prendre en compte, c'est qu'il y a deux... gros corps de métier qui sont l'organisation des événements et la réalisation d'une prestation artistique
qui sont deux corps de métier qui sont ultra complémentaires et pourtant qui n'ont rien à voir. Parce que, encore une fois, faire de l'art, ça ne veut pas dire que l'art arrive au public forcément, correctement, etc. etc. Il y a... Parce que ce que je constate aussi, c'est qu'il y a tellement de corps de métier. C'est ça. Juste par rapport à événement, tu as parlé, on parlait des plateformes, on parlait de la communication, il y a énormément de choses. C'est ça. Il y a énormément de choses. Donc, et on ne maîtrise pas forcément tout. Ah non, mais pas du tout. D'ailleurs, c'est-à-dire que bon, si on va dans d'autres pays, les choses sont organisées beaucoup plus, j'allais dire, industriellement. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, les gens ont des fiches, ils savent déjà qu'ils ont besoin d'une vingtaine de métiers, c'est des prestataires. Bon, voilà, tac, 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 ça se fait, c'est rapide. Ici, effectivement, il y a ce truc de... En fait, si mon prestataire de light me laisse tomber, comment je fais? Parce qu'il n'y a pas 3 personnes différentes sur qui je peux m'appuyer derrière. Parce que les autres personnes sont déjà sur d'autres événements le même jour. Donc c'est là où c'est compliqué, c'est que on est toujours sur une... Excuse-moi Ben, hein, mais tu l'as dit au début de l'émission, quand tu parlais du chata, tu parlais un peu de la finalité. Mais où je veux en venir par là, c'est-à-dire que... Et tu disais aussi que des fois on va te demander un coup de main. C'est-à-dire que même au niveau de la mentalité des gens, comparativement avec d'autres pays, ils vont prendre au sérieux davantage ce fonctionnement-là. Donc, il y aura une prise de conscience. Donc, quand ils vont aboutir à un événement, la base, elle est déjà bonne. Mais ici, tu vois, tu peux faire un coup de main, tu veux te lancer dans la musique, on va dire, fais gratuitement pour fais moi, gratuitement. Ouais. Tu vois, donc c'est tout un processus. Quand les gens dans d'autres pays, eux, ils ont déjà ce fonctionnement-là. Ils ont cette prise de responsabilité, ils ont cette prise de conscience par rapport à la musique. Donc ça va aboutir à quelque chose de plus carré au bout du compte. Alors oui et non, parce que dire un autre pays ça se passe mieux, c'est un peu dire l'herbe est verte ailleurs. C'est pas forcément vrai et parce que peut-être que dans notre pays ça se passe mieux parce que c'est une communauté particulière qui est comme ça et tout. Mais si on parle vraiment de notre pays à nous, en gros. Oui, dans nos mentalités, c'est ça qu'on a à déconstruire. C'est effectivement le fait que ça coûte. Ça coûte. C'est pas parce qu'on ne voit pas que ça coûte, parce que tu fais chercher des sponsors, parce que tu as une aide, comme tu disais tout à l'heure, peut-être de la CTM, tout ça. C'est pas parce qu'on ne voit pas que ça ne coûte pas. Ça coûte de l'argent. Mais rarement le public est au courant de combien ça coûte et de combien il paye. Et si, à l'entrée d'un événement, tu disais, voilà pourquoi ça coûte tant d'argent, ce serait de la politique. Ce serait plus de l'art, ce serait plus de l'événementiel, ce serait de la politique. Et donc, c'est là où c'est compliqué. Sur qui est la responsabilité d'éduquer, de rééduquer le public à la réalité du terrain, tout simplement. C'est-à-dire que, d'un côté, on pourrait aller vers des politiques et dire « Ouais, mais les gars, est-ce qu'on ferait pas bien de mettre un programme ?» Et ils vont te dire « Oui, mais il y a plusieurs gens à faire que d'expliquer aux gens combien ça coûte de créer un événement, comment c'est compliqué, le nombre de risques que chaque entité, chaque métier va prendre pour arriver. » Tu vois, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un spectacle, un événement qui se passe bien, c'est un miracle. C'est un miracle parce que à chaque fois, tu auras des gens qui vont te dire, même si d'autres vont te dire « Ah, c'était génial », il y en a qui vont te dire « Ah oui, mais ça, c'était pas bien, moi, j'ai pas aimé, etc. etc. » Donc c'est vrai que c'est très compliqué de rééduquer le public à comprendre que c'est un métier qui est difficile, c'est un métier qui requiert parfois des sacrifices, et c'est un métier qui est aussi beau. La vie artiste raide, mais la vie artiste belle, tu vois, c'est vrai, en vrai. C'est vrai, c'est difficile, mais malgré tout, bon, on est au combat, on y va, on passe des moments formidables. Quand le public te le rend bien, tu vois, tu sais aussi que ça a énormément de valeur, tu vois. Des fois, tu es là, comme ça, tu es dans ton truc, tu passes une mauvaise journée, et puis tu tombes sur quelqu'un et tu dis hey, j'ai vu le spectacle là, c'était incroyable, vraiment, c'est la première fois que je vois ça. Mais et tu te dis, voilà, ok, c'était la galère, c'était compliqué, mais ok. Maintenant, ça ne suffit pas à remplir le frigo. C'était incroyable. Ça n'a jamais rempli un frigo, ça n'a jamais payé un loyer, ça n'a rien, tu vois. Donc, moi je suis pas pour dire ouais, mais les artistes devraient gagner des millions, mais ils devraient pas non plus finir à la rue, tu vois. Et il y a trop d'exemples dans notre propre culture de gens qui
on le sait, ont une vie compliquée parce qu'ils ont décidé d'être artistes à 100%. Voilà. Louis? Ouais, non, mais... Bon. C'est ça, hein, ce qu'il a dit. Comme on l'a dit, il faut réussir maintenant à valoriser dans tous les sens du terme. Pas juste à la fin, aller serrer les mains pour dire super, c'était génial. déjà c'est bien. Parce que des fois, c'est. Au fait, vous pourriez changer ça. Tu vois, et le son qui est là, vous pourriez faire ça mieux, hein, les gars. Eh ben, failli. Donc, là, maintenant, par rapport à ton futur, Oui. qu'est-ce que tu parles là, tout à l'heure, là, tu parlais que tu voulais te lancer vers la direction artistique. Ah non, est-ce que je vais trop vite là? Parce que, attends, non. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Et quels sont tes objectifs pour le futur? Tu veux me prendre un peu de cours. En fait, mes objectifs pour le futur sont les mêmes objectifs que j'ai toujours eus parce qu'il y a les projets, il y a les objectifs. Et mon objectif, c'est de faire le maximum pour faire le maximum de qualité dans tout ce que j'entreprends. Ça, c'est mon objectif premier. C'est-à-dire, j'essaye de ne pas aller quelque part si je ne suis pas convaincu que c'est bien. Voilà. Et derrière, être convaincu, c'est essayer au maximum de faire ce que je peux de mieux, parce que ce ne sera jamais forcément toujours bien, mais en tout cas j'essaye d'y aller en faisant le mieux, et j'essaie aussi de m'entourer des gens qui sont les plus qualitatifs, et aussi d'être toujours dans une bonne ambiance de travail. Ça compte, c'est vraiment important. Et pour moi, c'est pas tant les objectifs que faire attention au processus. C'est ça qui est le plus important, je pense. Et pour la suite, j'espère juste continuer à faire de la bonne musique. Les projets dans lesquels je suis, j'ai le mot en anglais, me fulfill, je me réalise dedans. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'on fait. Je travaille avec des gens qui sont formidables. Il y a des gens qui sont dans des institutions qui font aussi vraiment du bon boulot. Ça aussi, il faut le dire, que quand on parlait de coûts, la plupart du temps, en fait, ceux qui mettent de l'argent, c'est le ministère de la Culture ici, hein, très concrètement, qui est au plus proche des artistes. Ça demande un coût administratif exorbitant, très clairement. Sans travail, hein. Oui, mais justement, c'est-à-dire qu'il y a peu, dans notre territoire, ça c'est une vraie problématique, il y a peu d'administratifs et d'administrateurs par rapport au nombre de gens qui sont dans l'artistique. Et c'est des métiers qui sont différents. Et malheureusement, il y a beaucoup d'artistes qui sont obligés donc de se responsabiliser sur l'administratif. Et comme je disais, finalement, dans le temps qu'on a dans une seule journée, dans les 24 heures que tout le monde a, dont il dispose, il y a une grande partie qui doit être allouée à régler ces choses administratives pour être professionnel, encore une fois, pour être intermittent du spectacle. Eh ben ouais, bon, on a très très bien parlé. J'espère que vous avez bien compris la déconstruction musicale. Mais tu sais, moi j'aurais bien aimé, parce que je fais du beatbox. C'était sûr. Ah bah ouais. Ouais, bien sûr. Voilà. Tu vas pour conclure, tu vas pour un petit coup de beatbox. Juste avant, Ulrich, alors, il a bien déconstruit, comment tu l'as trouvé? Évidemment, donc c'était très important justement de pouvoir l'entendre pour parler du sujet en tout cas dans sa profondeur, et ne pas juste l'effleurer justement en fonction de ses a priori personnels et de ses biais, mais de bien voir justement quelle est la réalité par exemple d'un artiste, de quelqu'un qui est dans le milieu, pour pouvoir réussir à avoir une analyse qui serait un peu plus fine. Donc ce que je retiens en tout cas, c'est la valorisation. Voilà, c'est clairement, valorisons le travail des artistes, valorisons dès le plus jeune âge en fait un enfant qui veut se diriger vers une carrière artistique et musicale. Justement, encourageons-le. Cherchons avec lui justement dans quel domaine il pourrait travailler, comment il pourrait étudier pour pouvoir y arriver, par quel biais, connaître des parcours, rencontrer des artistes, etc. Faisons ce travail-là, valorisons aussi du coup financièrement. Donnons l'argent aux artistes, et s'il faut même qu'ils donnent justement la facture détaillée de tout ce qu'ils vont faire pour qu'on puisse les payer au juste compte, faisons-le en fait. Et comme je l'ai dit, ne faisons pas un événement si on n'est pas capable de payer les personnes qu'on a engagées, parce que les répercussions sont vraiment trop énormes justement sur les artistes qui sont déjà peu soutenus financièrement. Donc si en plus on leur met un couteau dans le dos, c'est pas la peine quoi.
Et il y a aussi quelque chose que je voulais ajouter, c'est... donc, il a dit, hein, on est dans un univers où il y a de la musique partout. Il y a de la musique partout. Et en fait, même dans les apprentissages, on n'en parle pas beaucoup. Il a dit, il n'y a qu'une heure de musique. Alors, ça, c'est au collège, au primaire aussi. Enfin, c'est pas grand-chose par rapport au volume horaire total. Simplement, dans les outils, on commence à comprendre justement dans les outils qu'on peut utiliser pour apprendre n'importe quelle notion, le rythme est important. Ça fait partie des 8 intelligences que Howard Gardner justement a définies. Donc, ça fait partie des outils qu'on peut utiliser, mais on le minimise parce qu'on n'a peut-être déjà pas connaissance du fait qu'on peut utiliser cet outil-là et qu'ensuite on est désarmé pour pouvoir le faire parce qu'on n'a pas aussi assez valorisé ce qui concerne le rythme et la musique. Donc, il faut y penser et ça permettra justement aux jeunes générations de pouvoir s'éduquer justement à la musique différemment que par ce qu'on fait déjà habituellement et qui est déjà très bien justement en participant au chant de Noël, en faisant du tibois, en construisant des instruments, ça c'est très bien, mais même aussi pour faire des apprentissages classiques. Je prends l'exemple de la multiplication. Une fois, quand j'étais petit, c'était un rythme en fait que j'avais appris la table de 4 et c'était resté. Et après je me suis dit, mais waouh, c'est magique. Et c'est quand j'ai grandi que j'ai compris que ben oui, en fait, ça faisait partie des outils qui sont intéressants d'utiliser pour pouvoir enregistrer en fait un apprentissage. Donc voilà, super. Et faisons ce travail-là pour que nos artistes soient valorisés et que la musique continue à avoir cette place primordiale-là et qu'on arrive justement à la faire monter ensemble et arrêtons de la dégrader, quelle qu'elle soit. N'importe quel type de musique se vaut. Ça aussi, c'est quelque chose que je tiens à dire. C'est clair. Il n'y a pas de musique d'élite, donc du coup une musique qui est légitime et puis une musique qui est illégitime. Toutes les musiques sont légitimes, c'est de l'art. Il faut respecter tout art. Donc ça, c'est très important. Respectons-le et arrêtons de penser que comme une artiste ne correspond pas à mon schéma, donc du coup je peux la dézinguer, la descendre en flèche. Ça, je veux toujours lutter contre ça. Et j'estime justement qu'il faut maintenant qu'on fasse ce travail-là pour regagner cette confiance justement qu'on a envers tous styles musicaux confondus. Ben, un petit mot pour la fin. Waouh, merci Ulrich, je sais pas comment te dire. Je dis ça tout le temps, mais vraiment c'est comment dire, c'est tout ce que tu as dit est vrai, c'est-à-dire que il y a rien à ajouter. Oui, un beatbox pour la fin. En vrai, non, j'aimerais quand même dire un petit truc. C'est merci à vous deux déjà pour l'émission, mais aussi merci au public quand vous croyez en nous, quand vous achetez notre production, quand vous venez nous voir, voilà, etc. Merci de faire le chemin avec nous. Il n'y a pas d'art qui existe sans des gens pour le voir, l'expérimenter, l'entendre, l'écouter. Voilà, donc merci. Au public, quoi. Quand vous venez avec votre énergie, ça fait plaisir. Voilà. Et pour le beatbox, du coup, je voulais partir sur un petit 3 temps. Vas-y, lâche-toi. Oh. Yes. Eh bien, merci, le rendez-vous est pour la semaine prochaine. Merci encore.